Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur avancée et recul des démocraties. Nous sommes en première AGGSP dans le thème sur la démocratie. C'est parti. En 1992, Francis Fukuyama, un politiste, un spécialiste donc de la science politique américain, prédit la fin de l'histoire. En effet, selon lui, en 1992, on est un an après la chute de l'URSS. C'est la fin de l'histoire car c'est la victoire définitive de la démocratie libérale. Le communisme s'est effondré et la route vers l'extension de la démocratie libérale au monde entier est grande ouverte. Tous les pays et tous les peuples réclameraient ce modèle, qui serait le modèle qui permettrait l'épanouissement de la liberté individuelle, mais également un équilibre économique avec la loi du marché, mais aussi social avec la libre volonté et l'expression de la volonté collective et de l'opinion publique au travers du libre choix de ses représentants et des lois. En effet, Francis Fukuyama prédit la victoire de ce modèle qui est la démocratie libérale. On rappelle que la démocratie libérale, c'est à la fois un Demos Kratos, le peuple au pouvoir, donc le peuple qui choisit ses représentants, mais également la liberté individuelle et la liberté d'expression en économie ou dans la sphère sociale. Ça, c'est le modèle de la démocratie libérale, tel qu'il a été inventé et étendu par les Anglais au XVIIe siècle, puis par les Américains et leur révolution, et enfin aussi par la Révolution française, et modèle qui s'est étendu dans le monde, forcé de le constater. Cependant, cette fin de l'histoire a-t-elle eu lieu, telle que l'a décrit Francis Fukuyama en 1992? Eh ben non. Le théoricien américain Samuel Huntington, qui prédit lui le choc des civilisations, a eu raison en émettant la possibilité qu'il y ait un refus du modèle de la démocratie libérale par certains pays. Quand on voit la République populaire de Chine, qui est une dictature du Parti communiste chinois, qui ici officiellement se voit comme un État démocratique, au sens où le Parti communiste chinois serait la volonté commune, puisque c'est un parti communiste, et donc ce serait une forme de dictature du peuple, ne permet pas l'exercice de la liberté individuelle en Chine. Or, c'est la première puissance économique mondiale, elle a une influence croissante. De même, l'islamisme grandissant ne promeut pas les valeurs de la démocratie. Des puissances régionales comme l'Iran ou la Turquie ne sont pas des démocraties, et les pays africains ne sombrent pas tous, ou alors ne vont pas tous vers la démocratie. Bref, il n'y a pas de victoire démocratique actuelle, et des puissances émergent sans être des démocraties. On repère également que si on prend l'histoire de France, la démocratie n'a pas été un long fleuve tranquille. Si en 1789 est mis en place un système démocratique, avec l'élection au suffrage universel en 1792 pour la première fois, mais également des libertés individuelles garanties par la Constitution et surtout par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au fil du XIXe siècle, il va y avoir des avancées et des reculs. En 1848, le suffrage universel est rétabli alors qu'il avait été interdit auparavant, et la liberté d'expression a été rétablie alors que sous la Restauration et la monarchie de Juillet, elle avait été très limitée. Mais en 1848, lors du Printemps des peuples et de la Révolution de 1848 en France, c'est très court, puisqu'en 1851 déjà, le 2 décembre, le coup d'État de Napoléon, 3 ans après la mise en place de cette jeune Seconde République, est mise à mal. En effet, Napoléon III met en place une forme de régime autoritaire et réduit la liberté d'expression et, bien sûr, le libre choix des représentants et des lois par le peuple. Donc, même si on observe l'histoire de France, il y a des avancées et des reculs. De même, quand on voit les printemps arabes en 2011 en Tunisie ou en Égypte, ils ont débouché aujourd'hui sur des régimes qui s'éloignent de la démocratie, avec le régime autoritaire d'Al-Sisi pour contrecarrer les frères musulmans en Égypte, et Kais Saied en Tunisie, qui met en place une constitution qui redonne énormément de pouvoir au président et limite les pouvoirs du Parlement. Va-t-on poursuivre l'expérience démocratique en Tunisie? Rien n'est moins sûr. Donc, il n'y a pas de vision téléologique de l'histoire. La vision téléologique, c'est la vision de Fukuyama, qui viserait à dire qu'il y a un chemin qui est tracé et qu'on va vers ce chemin. Mais il y a des avancées et des reculs dans les systèmes démocratiques. Ce que nous appellerons des avancées, c'est quand, d'un point de vue des libertés individuelles, il y a une amélioration, donc liberté d'expression, mais également des libertés économiques, mais également que l'aspect politique permet un libre choix des représentants et donc le vote des lois par le peuple. Ça, ce sera des avancées. Les reculs, c'est exactement l'inverse, c'est quand le peuple ne peut plus participer au vote des lois ou de ses représentants de manière libre et non faussée, et de même que ses libertés se réduisent. Et donc, on essaiera de se demander pourquoi
les démocraties connaissent des avancées et des reculs. Dans un premier temps, nous verrons les causes de ces avancées, et dans un second temps, nous verrons les causes de ces reculs. Pour voir en conclusion quels sont les pays qui avancent, quels sont les pays qui reculent. Tout d'abord, premier axe, les causes des avancées démocratiques. Alors, dans les expériences démocratiques, il y a une première cause, c'est la volonté libérale des peuples. On peut dire que les peuples, l'opinion publique, si elle est en trop grande contradiction dans ses volontés ou dans ses aspirations avec le pouvoir en place, elle veut exprimer sa liberté. Et donc son opinion différente. Et pour cela, elle va faire souvent une révolution, où elle va tenter de mettre en place un régime qui lui permette sa liberté d'expression, et ce régime-là, c'est la démocratie. On peut prendre l'exemple de 1848. L'opinion publique, notamment libérale, souhaite s'exprimer dans la presse sur un certain nombre de revendications économiques, mais également souhaite tout simplement avoir la liberté d'expression. La campagne des banquets qui se met en place, en effet, il est interdit de faire des meetings ou des réunions politiques, donc on organise des banquets, mais en fait, ces banquets sont un prétexte à la réunion politique. La campagne des banquets qui débouche sur l'interdiction d'un banquet et la révolution de 1848 qui met fin au pouvoir de la monarchie de Juillet et donc de Louis-Philippe Ier. S'ensuit une révolution, et cette révolution met en place un certain nombre de réformes démocratiques, qui sont la mise en place du suffrage universel direct, alors qu'avant le suffrage était censitaire, seuls ceux qui payaient un certain montant d'impôts pouvaient voter, mais également la mise en place d'une liberté d'expression importante, avec une liberté de presse notamment, puisque en 1848 c'est la presse qui permet l'expression, et bien sûr une liberté de manifester. Donc la France connaît donc cette poussée libérale. Mais c'est également le cas aujourd'hui, on le voit avec notamment les printemps arabes, où on a des sociétés dans lesquelles il y a des jeunes qui demandent plus de liberté individuelle, parfois même des libertés sexuelles, dans des sociétés qui sont très conservatrices. Ce poids de l'opinion publique, il peut être particulièrement fort quand le régime paraît en décalage avec son époque. Donc ça, le meilleur exemple de cette situation-là, c'est les pays d'Europe du Sud, donc la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui connaissent des dictateurs, donc Franco en Espagne, le régime des colonels en Grèce et Salazar au Portugal, dans des époques, à l'époque des Trente Glorieuses, donc jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Ces dictatures sont des dictatures militaires, dans lesquelles c'est l'armée qui a tous les pouvoirs, il y a très peu de liberté d'expression, et quand bien même ces pays connaissent un relatif développement économique, il y a un écart entre tel que l'opinion publique se représente ce que devrait être son État et la manière dont est gouverné l'État. Donc on va prendre l'exemple ici principalement de Portugal. Alors au Portugal, il s'agit de la révolution des œillets. Cette révolution des œillets a lieu en 1974 et elle est liée à un écart de volonté entre et une volonté d'expression des Portugais sur la question coloniale à la base. En effet, les guerres coloniales sont très meurtrières, donc le régime de Salazar, donc Salazar est parti au pouvoir en 1968, et c'est Marcelo Caetano, qui est un juriste portugais, qui prend le pouvoir en 1968 jusqu'en 1974, et Caetano poursuit la politique coloniale, à savoir des guerres de décolonisation qui n'en finissent pas, et les jeunes Portugais qui partent en Angola ou au Mozambique pour lutter contre l'indépendance de ces pays-là, et ces guerres, elles commencent à être refusées même pas au sein de l'armée. Or, une partie de l'opinion publique portugaise est favorable à la fin de ces guerres coloniales. De plus, l'absence de liberté d'expression, donc d'une presse d'opinion, mais également le manque de liberté économique qui a produit une émigration endémique des Portugais vers le Brésil, mais surtout vers la France, qui a atteint d'ailleurs son apogée en 1974, avec 140 000 personnes par an qui s'en vont du Portugal. Le Portugal connaît donc une relative crise économique, si vous voulez. Par conséquent, quand un petit groupe de militaires, soutenu par le général Spinola, qui est un grand général de l'armée qui a dans un livre qu'il a publié, Refusé les guerres coloniales, et qui du coup a été démis par Caetano, quand le général Spinola soutient un groupe de colonels qui met en place une révolte militaire à Lisbonne, ces militaires font un coup d'État, ils prennent de la nuit le pouvoir dans différents postes de commandement de manière instantanée, font une déclaration à la télévision et déclarent le régime de Caetano terminé. Devant le soutien populaire qui a lieu le 25 avril 1974, c'est la fin du régime de Caetano.
Cayetano qui se rend tout de suite. Et le 1er mai, c'est l'arrivée des grands opposants au régime de Salazar. Donc Mario Soares, notamment, du Parti Socialiste. Et le Portugal est mûr pour la démocratie à ce moment-là, car en effet, l'opinion publique voulait ce régime pour cette liberté d'expression. Alors malgré qu'il y ait une opposition extrêmement rapide entre l'extrême gauche et ce qui sera le PSD, le Parti social-démocrate, qui en fait est la droite au Portugal, malgré donc des luttes importantes à l'intérieur de la démocratie espagnole, rapidement l'expérience démocratique est positive puisque des élections présidentielles, des élections ont lieu rapidement, gagnées par le Parti socialiste de Mario Soares, qui devient Premier ministre en 1976. Il le restera longtemps avant de devenir président de la République jusqu'en 1996. D'ailleurs, le Portugal entre dans l'Union européenne en 1986, c'est la Communauté économique européenne à ce moment-là, ce qui montre sa réussite démocratique, et une démocratie qui arrive à maturité extrêmement vite, parce qu'elle a pour modèle aussi ses pays voisins. Et ça, c'est le deuxième argument. La deuxième cause d'avancée des démocraties, c'est la diffusion de l'idéal démocratique dans le monde depuis le 19e siècle. En effet, les pays développés et les plus riches sont des démocraties. L'Angleterre au 19e siècle, puissance mondiale, est une démocratie. Bien qu'elle n'applique pas la démocratie dans ses colonies, elle a un idéal démocratique. À savoir une liberté de presse extrêmement développée en Angleterre et une libre élection depuis très longtemps. De même, les États-Unis d'Amérique sont une démocratie. Et aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. L'idéal démocratique est donc l'idéal des grandes puissances de ce monde. Et avec la fin de la guerre froide, avec la fin de la colonisation, un espace s'est ouvert pour la démocratie dans le monde communiste, mais également dans ce qu'on appelle le tiers-monde, donc dans les anciens pays coloniaux. Donc ces pays-là peuvent connaître des expériences démographiques, et donc du coup, par conséquent, géographiquement, la démocratie connaît une influence. De plus, les pays démocratiques, principalement les pays européens et les États-Unis, font une pub d'enfer pour la démocratie, notamment au travers de l'ONU, qui défend en partie l'extension de la démocratie. Et si on prend par exemple le FMI, le Fonds monétaire international, prête de l'argent en échange de réformes démocratiques dans les pays qui reçoivent l'argent du FMI. Il y a donc, par les puissances internationales, une volonté d'étendre la démocratie et une influence extérieure à étendre la démocratie. Alors là, on va de nouveau prendre un jalon comme exemple. Donc vous, l'exemple qui tombe bien comme exemple d'influence extérieure, c'est peut-être l'exemple espagnol. En effet, les Espagnols connaissent eux également, non pas une révolution, mais la mise en place d'une expérience démocratique dans les années 1980. En effet, à la mort du Caudillo, donc Franco, en 1975, lentement, une expérience démocratique se met en place, et en fait, l'Espagne imite ses pays voisins, et dans cela, influencé par le mouvement général qui se passe en Europe du Sud. La révolution des œillets a eu lieu en 1974, et du coup en Portugal, mais également par les modèles de ces pays voisins, à savoir la France ou l'Italie, qui sont des démocraties. Et à ce moment-là, l'opinion publique espagnole ne conçoit pas de ne pas être dans un système démocratique. Alors, Franco avait maintenu l'Espagne dans une dictature. Alors, c'est une dictature militaire qui est héritière de la guerre civile espagnole, qui se termine en 1939. Cette guerre civile espagnole a opposé les militaires franquistes aux républicains espagnols, principalement à la gauche espagnole, notamment soutenue par Staline à ce moment-là. Et l'État franquiste qui s'est construit à la suite de cette guerre a été un État centralisateur, autoritaire, qui a refusé l'expression des minorités espagnoles. En Espagne, la Catalogne et le Pays Basque ont des velléités autonomistes, si ce n'est indépendantistes. Ce sont des communautés autonomes. Or, ces volontés populaires régionalistes s'expriment fortement. À la mort de Franco, on décide donc de mettre en place une constitution qui est mise en place en 1978, en 1978, et qui est garantie par le roi Juan Carlos. Juan Carlos, même s'il est extrêmement mal vu aujourd'hui, c'est le père de la démocratie espagnole, puisque Franco, à sa mort, avait donné l'ordre que ce soit lui qui devienne chef d'État, et lui, il décide de mettre en place la démocratie. Donc en 1978, cette constitution est approuvée par référendum, et les Cortes, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, qui sont élus par le peuple à la proportionnelle, votent les lois et élisent le gouvernement. Le roi est simplement garant officiel du pouvoir exécutif et nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre doit être approuvé par les Cortes. C'est donc un État démocratique qui se met en place en Espagne.
De plus, la Constitution, dans son article 2, garantit l'autonomie de certaines communautés autonomes. Et donc, en cela, on voit bien que l'Espagne a pris le modèle très en retard de ses pays voisins, et cela lui permet une accélération de son essor économique avec l'intégration de la communauté économique européenne et une grande adhésion des Espagnols à ce progrès. Et là, il y a une pression de l'opinion publique. Et d'ailleurs, en 1981, quand il y a un coup d'État du colonel Tedero, un coup d'État militaire pour revenir à un régime plus autoritaire, Juan Carlos s'appuie sur l'argument de l'opinion publique qui pousse à rester dans une expérience démocratique dans son allocution télévisée où il demande la fin du coup d'État militaire. Alors, autre cause des avancées démocratiques, c'est le besoin de participation qu'a l'État et d'adhésion à une politique et à une situation. En effet, l'expérience de Athènes ou de la Troisième République montre que la démocratie permet l'adhésion des citoyens au régime politique. Pourquoi? Parce qu'ils votent pour ce régime politique, parce qu'ils sont partie prenante de ce régime politique, et donc qu'ils ne peuvent pas se dédouaner de leur lien à l'État, vu que c'est eux qui élisent l'État. Et donc, par exemple, dans des situations de guerre, c'est le cas d'Athènes, par exemple, en Grèce, qui veut des soldats, elle a besoin de permettre la démocratie. En gros, on vous permet de voter, mais en contrepartie, vous défendez la cité, parce que c'est votre cité à vous. C'est la même réflexion qui peut se passer à l'échelle d'un État. On accorde la démocratie pour qu'il y ait une adhésion du peuple aux politiques et aux démarches dans un État. Et c'est aussi ça peut être, dans le cas de la Troisième République, c'était pour fédérer l'État-nation français. Enfin, dernière cause d'avancée de la démocratie, ça peut être la volonté et le besoin d'expression. Ce qu'on voit au travers des Gilets jaunes actuellement, et la volonté du RIC, d'une référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'il y a un besoin de s'exprimer, et la démocratie est aussi une expression même de la minorité, une forme de soupape qui permet l'expression et qui permet à la société de s'exprimer dans les moments où il y a des situations conflictuelles entre différents groupes sociaux dans une société. Voilà, on a dressé donc les causes des avancées, des causes historiques ou alors politiques, qui sont principalement la volonté de liberté des peuples, donc on peut dire une dynamique libérale, également l'influence extérieure des puissances qui sont et du modèle démocratique, notamment impulsé par les États-Unis et l'ONU, et enfin le besoin de participation pour soutenir l'État, qui peut être une cause des avancées démocratiques. Maintenant, nous allons voir les causes des reculs de la démocratie. Alors tout simplement, les démocraties reculent quand les conditions de la démocratie ne sont pas remplies. Premier élément qui peut conduire au recul d'une démocratie, c'est quand il y a une influence extérieure négative et qui empêche l'exercice de la démocratie. C'est la chute la plus fréquente pour les différents régimes démocratiques. C'est-à-dire qu'en gros, un pays qui est un pays démocratique subit une ingérence dans ses élections ou dans son régime démocratique de la part d'une puissance extérieure qui soutient des coups d'État ou alors qui soutient des candidats qui lui sont favorables parce qu'elle ne peut pas supporter qu'un candidat qui lui soit défavorable soit au pouvoir dans le pays voisin. Alors, par exemple, les États-Unis ont de manière massive soutenu les dictatures en Amérique du Sud pendant la guerre froide pour lutter contre le communisme. De même, actuellement, la Russie soutient les dictatures à ses portes, par exemple en Kazakhstan, en Biélorussie, mais également ingère dans les élections ukrainiennes, par exemple en 2013 ou même en 2005, ou alors lutte contre la démocratie par exemple en Géorgie, et donc lutte contre les régimes démocratiques qui sont à ses portes parce qu'ils ne lui sont pas favorables. Et donc, ça, l'influence extérieure est une cause importante de chute des régimes démocratiques. Le jalon qui est cet exemple type, c'est bien sûr le Chili en 1973. Donc en 1973, le Chili élit comme président Salvador Allende. Alors Salvador Allende n'est pas du tout élu largement président de la République, puisque il gagne l'élection présidentielle avec seulement 36,6% des voix devant Rodriguez, qui est soutenu par les Américains. Sauf que les Américains et la CIA ne supportent pas la victoire d'Allende. D'autant qu'Allende a un programme extrêmement à gauche. Il est
à la tête de l'Unité populaire, qui est un mouvement qui regroupe le Parti socialiste d'Allende, mais également le Parti communiste, le Parti social-démocrate et d'autres partis. Et ces partis-là ont un programme économique très à gauche. Le Congrès chilien ne permet pas en plus à Allende de former un gouvernement correct, puisque ces partis n'ont pas la majorité absolue. Le Congrès reste donc dirigé par l'opposition. De plus, sur le continent sud-américain, Cuba, qui est dirigé par Fidel Castro depuis la fin des années 60, est un contre-exemple pour les Américains. Les Américains ne veulent pas reproduire le modèle cubain dans un autre pays d'Amérique latine. Par conséquent, les Américains et la CIA vont soutenir le coup d'État qui se profile contre Allende. Allende a été élu en 1970. Alors, Allende met en place des mesures de nationalisation de la production du cuivre, de nationalisation des entreprises. Il fait une réforme sociale du système de santé, d'éducation, par exemple le lait est gratuit pour les bébés, etc. Mais également, il promeut une augmentation des salaires et un blocage des prix. Bref, on a l'impression que le programme est d'inspiration marxiste-léniniste. Ça, c'est insupportable pour les Américains qui soutiennent le coup d'État dirigé par le général Pinochet, qui est un jeune général de l'armée chilienne. Bon, Pinochet, en plus, qui avait prêté serment de fidélité à Allende. Et par conséquent, le coup d'État a lieu le 11 septembre 1973. Et il y a des combats extrêmement violents. Il est tué dans les combats, il est tué par balle dans les combats, sur la prise d'assaut du palais présidentiel. Alors, l'influence des Américains n'a pas été reconnue officiellement au début. Néanmoins, la CIA a officiellement soutenu la campagne de Rodriguez. Ensuite, elle a soutenu une grève, notamment des routiers, et elle a étranglé l'économie chilienne, qui a conduit à une inflation énorme. Et même de manière officielle, Kissinger a admis, donc Kissinger c'est le conseiller de Nixon aux affaires étrangères, a dit que c'était un défi pour l'intérêt national et qu'il ne supportait pas un second État communiste dans la sphère occidentale, donc en Amérique du Sud. Et puis vous savez que pour l'Amérique du Sud, la doctrine Monroe en 1832 fait de l'Amérique du Sud la chasse gardée des États-Unis. Allende est donc démis de ses fonctions de l'influence américaine par les différents soutiens qu'ont apporté les Américains à ses opposants, et à sa mort, c'est une dictature militaire qui durera 18 ans jusqu'en 89, qui est mise en place par le général Pinochet, que vous voyez ici, le célèbre homme aux lunettes. Alors ensuite, seconde cause de recul de la démocratie, c'est le danger de la dictature de la majorité. En effet, la démocratie libérale, c'est à la fois la décision politique qui est effectuée par le peuple, et donc la décision majoritaire qui fait office pour tout le monde. Or, la dictature de la majorité peut entraîner la fin de la liberté individuelle. Tout simplement, trop de décisions collectives tuent la liberté individuelle. Par exemple, il pourrait y avoir des lois liberticides qui sont votées par la majorité. Si on prend par exemple des lois contre une minorité religieuse, par exemple les Suisses qui utilisent la démocratie directe, qui peuvent voter des lois sur quoi bon leur semble, interdisent le voile ou la burqa dans l'espace public, dans certains cantons dans lesquels il n'y a même pas de burqa. D'ailleurs, le Tessin par exemple, il y a eu un référendum là-dessus. C'est une forme de dictature de la majorité. Et donc en fait, la minorité est obligée d'appliquer les choix de la majorité. C'est une forme... Et donc là, on contrevient à l'idée de liberté individuelle. Alors, c'est la même chose à Athènes, finalement, où même on peut exclure un citoyen de la cité, c'est l'ostracisme pour 10 ans, et donc là, également, c'est une forme de dictature de la majorité. Ce danger a été soulevé, donc là, c'est aussi un de vos points de passage, par Alexis de Tocqueville, et qui montre bien aux États-Unis, dans la jeune démocratie américaine, c'est un danger et la minorité se soumet. Par exemple, il nous dit que la force publique n'est autre chose que la majorité sous les armes, et le fait que les shérifs soient élus, que les juges soient élus aux États-Unis, c'est
ils sont élus par la majorité, il dit que c'est inique et déraisonnable, parce que la mesure qui vous frappe vient de la majorité, elle est d'autant plus légitime et forte, et donc les individus vont d'autant plus se soumettre, et donc cela va contre, c'est une forme de despotisme de la majorité. Et donc ce danger de dictature de la majorité, il peut totalement arriver et il empêche l'expression de la liberté individuelle. Mais par exemple, aujourd'hui, nous sommes extrêmement choqués que des lois votées démocratiquement aient interdit et pénalisé l'homosexualité. Que des lois votées démocratiquement aient empêché la pilule d'exister. Que des lois votées démocratiquement aient empêché l'avortement d'exister. Et donc, il y a une contradiction importante, et donc ça, c'est les libéraux anglais montrent bien qu'il faut limiter la possibilité de décision démocratique, et qu'il faut que la Constitution ou les lois garantissent les libertés individuelles, et que l'intrusion de la majorité dans la vie privée ou dans les libertés en général, économiques ou alors sociales, doivent être relativement limitées. Mais il n'empêche que la dictature de la majorité est un danger. Second, pour la démocratie. Second danger pour la démocratie, qui est la cause des reculs, c'est inversement. Que trop de libéralité, donc trop de liberté individuelle, tue la possibilité de décision collective. En fait, on ne peut pas soumettre à une décision si on pense que notre intérêt premier, c'est notre intérêt individuel. Et si on ne doit plus rien à l'État, si on ne se sent pas redevable de l'État, s'il n'y a pas de sentiment de communauté avec les autres citoyens, et donc s'il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, on peut penser que l'absence de culture commune empêche la possibilité de dépenser des impôts en commun, et donc empêche de décider qu'est-ce qu'on fait de ces impôts, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, vu qu'on ne se sent pas une communauté d'intérêt avec les autres individus. De même, l'individualisme et l'exacerbation des différences peut conduire à ne plus du tout prendre de décision commune, puisque toute décision commune contreviendrait à la liberté individuelle. Et ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, le fait que les individus se réfugient dans l'abstention de manière massive, c'est aussi en partie la perte de sentiments communs et d'utilité de la démocratie, parce qu'on ne se sent pas redevable et inscrit dans l'État. Enfin, autre danger pour la démocratie, c'est finalement ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique. C'est-à-dire quand les privilèges n'étant plus assignés par la naissance, il y a une égalité de droit entre les citoyens. Alors ils deviennent une forme de mouton nourri par un despote non violent qui est l'État, qui a intérêt à être réélu, et donc qui va être doux et traiter ses citoyens de manière douce et égalitaire pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible et promouvoir à tous leurs besoins. Et donc les citoyens qui vont renoncer à l'exercice de leur libre arbitre et de leur liberté politique au profit d'une égalité de traitement, et qui vont être bien contents d'avoir un salaire ou une allocation de l'État. Et en fait, les sociétés de fonctionnaires dans lesquelles on est arrivé, aujourd'hui en France, il y a quasiment 6 millions de fonctionnaires, tout un tas de revenus et d'allocations qui sont fournis et payés par l'État, c'est plus de 50% de la dépense publique, l'État. Et donc en fait, on est annihilé par la démocratie, et en fait, c'est une forme de despotisme invisible dans lequel on ne peut plus critiquer parce qu'on est perfusé par l'État, et on devient donc une forme de mouton, et c'est une forme de nation de fonctionnaires. Et ce despotisme démocratique décrit Tocqueville est un danger possible pour les démocraties qui mourraient du coup de leur faiblesse économique finalement, et de l'incapacité des individus à développer des nouveautés, ou alors une certaine ingéniosité, ou même avoir un libre arbitre. Elles se tueraient d'elles-mêmes du fait de ce danger de despotisme démocratique. Voilà donc les causes des reculs de la démocratie. Vous voyez que dans ce thème, on aborde un certain nombre de points qui sont de l'ordre de la philosophie politique, et non pas seulement du fait et de la réalité historique. Et donc, on va en terminer sur essayer de théoriser les situations résumées. Quel pays est dans une situation d'avancée, quel pays est dans une situation de recul. Donc, il y a dans les démocraties deux éléments. L'aspect libéral. Sur cet axe-là, plus vous êtes en haut, plus il y a de liberté individuelle. Donc je rappelle, la liberté individuelle, c'est les libertés économiques, mais également les libertés sociales, les libertés d'expression. Et là, inversement, il n'y a aucune liberté individuelle. Donc ça, c'est un premier axe. Sur le second axe, il y a
la capacité du peuple à décider de ses décisions ou à élire ses représentants. Et donc ici, vous avez l'aspect maximal, là où le peuple décide de ses lois et élire totalement ses représentants. Et là, inversement, pas de décision du peuple qui n'élit pas librement ses représentants. Et ce qu'on peut observer, c'est que dans ce nuage, les pays vont circuler de manière extrêmement libre. Si par exemple la Suisse, avec son régime de démocratie directe, permet une très très forte expression du peuple qui décide de ses lois, elle réduit son niveau de liberté individuelle, c'est normal, elle est dans la zone de conflit qu'il y a la dictature de la majorité que nous avons vue. Inversement, le Royaume-Uni, lui, fait le choix de donner plus à la liberté individuelle et tout n'est pas possible à décider, le peuple ne peut pas décider de toutes les lois et donc toutes les modalités de la démocratie peuvent être remplies. Et cependant, dans ce nuage, il y a aussi d'autres possibilités qui vont aller sur les extrêmes. Il y a par exemple une possibilité de dictature de la majorité, qui serait une dictature totale. C'est l'exemple de Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, où là, le peuple décide de toutes les lois, mais il n'y a aucune liberté individuelle, puisque c'est la dictature de la majorité, c'est son application. Inversement, on peut penser à un régime de monarque éclairé, dans lequel les libertés individuelles sont relativement garanties, mais notamment, alors là ce serait pas forcément une liberté politique, ne pourrait pas l'être, mais ça peut être par exemple la liberté économique, la liberté sociale. Par exemple, Kemal en Turquie a permis une libéralisation de la Turquie alors qu'il n'était pas un régime démocratique. Au contraire, c'était un régime quasiment dictatorial. De même, Napoléon III, dans l'Empire libéral entre 1860 et 1870, a permis un grand développement de la liberté individuelle en France, notamment de la liberté économique, avec des grands investissements qui ont été faits. À ce moment-là, par exemple, les chemins de fer sont privés, alors qu'aujourd'hui, c'est nationalisé. Bref, tout un tas de choses. Et donc, cette situation est aussi une situation possible. Et donc, les pays, selon par exemple que s'il y a moins d'assentiment à la collectivité, eh ben, le curseur va baisser de ce côté-là. Si par exemple la volonté de liberté individuelle augmente, le curseur va augmenter de ce point de vue-là. Et donc les pays vont circuler dans ce nuage en fonction des conditions d'avancée et de recul que nous avons vues dans cet exposé. Inversement, pour sortir de cette sphère-là, que nous avions vu au début, par exemple, dans lesquels sont des pays actuels, hein, l'Arabie Saoudite, par exemple, n'a aucune liberté individuelle et le peuple ne décide de rien. Mais peut-être que la volonté de liberté individuelle croissante, notamment de certaines minorités comme les femmes, pourra conduire l'Arabie Saoudite à augmenter son niveau de liberté individuelle et peut-être effectuer ce type de remontée-là par à coup. Donc il n'y a pas d'aspect linéaire à la démocratie. Est-ce que cette flèche-là que nous décrivait au début de notre exposé Francis Fukuyama, qui ferait que tous les pays viennent se placer là, n'est pas évidente. On peut circuler dans ce nuage en fonction des différentes fonctions de la démocratie qu'on a, mais également des contradictions internes de la démocratie, à savoir le danger de la dictature de la majorité et les autres possibilités de régime politique qui seraient des semi-démocraties, à savoir la dictature de la majorité ou la monarchie éclairée. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. C'était une grande réflexion, j'espère que ça vous a apporté beaucoup. Vous pouvez mettre ça en réflexion par rapport à au régime politique actuel que vous connaissez. On ne s'est pas posé la question de sommes-nous en démocratie. C'est intéressant de mettre les différents axes qu'on a étudiés, de voir la France, comment on se situe là-dedans. À bientôt pour un nouveau tuto. C'était Clément Garnier. À bientôt!